Bonjour et bienvenue dans My Sweet Podcast, le podcast Fou des photos 360 qui t'aide à t'améliorer en photo culinaire et à faire de cette passion ton métier. Comment travailler avec de grandes marques? Comment être ultra efficace sur un shooting photo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invitée Sandrine de Fraises et Basilic dans ce nouvel épisode. Alors malheureusement, nous avons eu un petit problème de son lors de certains passages, donc je m'en excuse par avance. Je suis Kim du blog My Sweet Discoveries et je suis photographe culinaire et coach en marketing. Ma mission est de vous fournir de l'inspiration et des astuces photos au quotidien afin de vous aider à évoluer dans le monde de la photo culinaire. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews d'experts dans le domaine de la photo, de la gastronomie, du business et du marketing. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Hello Sandrine, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus particulièrement d'organisation, vu que tu es une pro de l'organisation et aussi de relations clients. Alors, je pense que la majorité de nos auditeurs et de nos auditrices doivent te connaître. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourrais te représenter brièvement, s'il te plaît? Oui, alors déjà bonjour Kim, merci de m'avoir invitée. Moi, je suis toujours ravie de parler de ce sujet que j'aime beaucoup. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sandrine Saadi, j'ai 36 ans, j'habite dans la région lyonnaise et je travaille depuis maintenant un peu plus de 6 ans comme photographe et styliste culinaire à mon compte. Voilà, donc je crée, enfin les principales missions qui me sont confiées, c'est effectivement la création de recettes pour des marques, le stylisme et la photographie. Génial, bah merci, très clair. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu ce qui t'a poussé à te lancer dans la photo culinaire? Alors du coup, moi j'étais directrice artistique en agence, donc j'avais quand même un parcours, plutôt créatif et voilà, j'ai fait des études, de communication marketing et un peu de graphisme. J'avais un travail que j'aimais beaucoup et en 2012, du coup je me suis retrouvée pas mal à la maison en plus de mon travail avec mes 2 enfants et j'ai ouvert un blog de cuisine parce que c'était une activité qui, pouvait se faire de la maison avec des enfants en bas âge, à des heures, finalement, voilà, un peu le jour, la nuit, enfin quand j'avais le temps. Et en parallèle de ça, du coup, de l'ouverture du blog, le fait de pouvoir enfin, montrer un peu mon travail, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes de marques pour, créer du contenu pour elles aussi. Et à un moment, il a fallu faire un choix entre mon ancienne activité et celle d'aujourd'hui puisque c'était difficile de tout concilier. Donc en juin 2015, je me suis mise à mon compte. Génial, trop intéressant. Et du coup, tu disais qu'au début, tu as lancé ton blog, donc Fraises et Basilic, j'imagine. Et au début, est-ce que tu t'es formée toi-même en photo culinaire? Enfin, j'imagine que pour que tu aies eu des demandes de clients, c'est que toi-même, tu t'étais aussi formée de ton côté? Alors pas enfin, je me suis un peu enfin non, franchement, je me suis plutôt auto-formée. En fait, Ok. le blog, ça répondait à 3 choses que j'aimais beaucoup, donc la photo, enfin, tout ce qui était, voilà, graphisme, parce que j'avait envie que le blog ait une certaine esthétique. Donc la photo, le graphisme et la cuisine que j'aimais beaucoup et j'avais envie que mes photos, elles ressemblent à celles que je pouvais voir ou à celles que j'avais en tête. Donc effectivement, du coup, j'ai essayé assez rapidement de me former ou en tout cas de pas buter devant certaines difficultés techniques et de chercher les réponses à ces difficultés-là, pour ne pas avoir à les reproduire, voilà, sur d'autres shootings et forcément, quand on regarde les premières images, je pense que comme tout le monde, enfin, aujourd'hui, je les trouve, vraiment pas terribles. Après, il fallait bien commencer quelque part. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs que tout le monde fait et voilà et petit à petit, le fait de shooter de plus en plus, de regarder de plus en plus d'images, de comprendre aussi ce que moi j'aimais chez d'autres et de pouvoir essayer d'appliquer ça dans mon travail, ça a permis de me faire progresser. Et d'essayer aussi, voilà, comme je te disais tout à l'heure, de pas s'arrêter devant la difficulté et en photo, on peut toujours arriver, je trouve, par des chemins détournés à arriver plus ou moins à son objectif, sauf que parfois, c'est fait de manière un peu bancale. Donc le souci de se dire, «Devant cette difficulté-là, je cherche pas de solution, je compense juste en montant les ISO, en ouvrant un peu plus», enfin et cetera. Au final, la fois d'après, quand on aura cette difficulté-là, plus une autre, qu'on n'aura pas résolue pour la première, on va se retrouver à un moment vraiment coincé. Donc aujourd'hui, on a la chance avec, internet, avec les podcasts, avec les blogs, avec, les vidéos YouTube d'avoir un accès à l'information qui est, hyper libre et hyper accessible. Du coup, pour moi, ce serait une erreur en fait de ne pas chercher de solution quand on a un souci, quoi. Ouais. Pardon, j'en perds ma voix. Non, bah, je te remercie justement, ça je pense que c'est un conseil, ultra intéressant pour, les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que parfois par manque de temps, un petit peu, flemme et tout, on se Ouais, dit: c'est ça. «Bon, bah, voilà, je connais une manière un petit peu d'arriver à mes fins». Mmh. Mais comme tu dis, on contourne le problème et C'est ça. vraiment, moi ce que je dirais, c'est vraiment ne pas hésiter à prendre le temps. Bah, voilà, ça prend un petit peu plus de temps,
peut-être qu'on fera un shooting et pas 2 et pas 3. Mais moi, c'était aussi un petit peu, l'erreur que j'avais tendance à faire au début, c'était de trouver un peu un système, comme tu dis, bancal, un petit Le peu pour système D. compenser. C'est ça. Donc les systèmes D, ça peut être très bien, mais c'est vrai qu'après, voilà, si on veut se professionnaliser, comme tu dis, si on se retrouve avec, une photo avec, 40 000 systèmes D, bon. Eh ben, à un moment, ça peut plus. Enfin, le système D, ça marche Exact. quand c'est un de temps en temps, mais quand on se retrouve effectivement avec 3-4 systèmes D pour arriver, enfin là, à un moment, en fait, on va être coincé, quoi. Donc, moi, les deux Ouais. conseils que enfin voilà, les deux principaux conseils que je donne aux gens qui veulent se lancer ou en tout cas qui veulent, voilà, enfin, amener une autre dimension à leurs images parce qu'ils se trouvent limités par la technique, ben, un conseil tout bête, hein, je pense que ça semble idiot, mais c'est de lire la notice de son appareil photo. En fait, enfin, pour moi, c'est comme ou même, par exemple, sur Lightroom, dans un appareil photo, enfin, l'idée serait de lire la notice et d'actionner les boutons, pour regarder ce que concrètement ça fait. Donc, on a, je sais pas, la page sur l'ouverture ou sur la vitesse. On fait quelques tests, on regarde et sur Lightroom, c'est pareil, c'est d'ouvrir chacun des panneaux, de bouger les curseurs à gauche et à droite et de voir ce que ça donne sur l'image. Pour moi, c'est la meilleure manière, en fait, Mmh. voilà, d'apprendre et de comprendre, de passer en plus d'un côté très théorique parce que, enfin, si c'est juste pour lire la notice sans avoir l'appareil à côté, sans essayer, je pense que enfin, je peux comprendre et moi la première que ce soit très rébarbatif. Mais voilà, quand on est sur quelque chose d'apprentissage et en même temps on essaye et on voit ce que ça donne, là, il y a quand même déjà une dimension un peu plus sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou alors éventuellement de trouver des vidéos, tutos YouTube, enfin Oui, ce de genre de trouver. choses, Mmh. sur l'appareil photo qu'on a acheté et qui aident. Parce que c'est vrai que quand on a parfois des modes d'emploi, bah, là, moi, j'ai un mode d'emploi, je crois, de 800 pages, Oui, oui. digital en plus parce que, bah, enfin, voilà, j'ai seulement eu le PDF. Maintenant je pense qu'on enfin, voilà, on essaye de réduire aussi les impressions. Mmh. J'avoue que quand même de lire 800 pages là en format PDF, c'est un petit peu intense, donc voilà, comme tu dis, bah, soit lire, le mode d'emploi si vous avez une version papier, ou alors on peut aussi trouver des tutos. Donc toi, tu t'étais majoritairement formée, un petit peu comme ça, comme tu me disais aussi en C'est ça. regardant des vidéos, en t'inspirant En fait, je et pense ça que ce qui m'a fait gagner énormément de temps, c'était mon travail d'avant parce que du coup, autant sur la partie technique photo, moi j'avais un appareil photo depuis que j'avais 18 ans. J'ai eu un boîtier, je sais même pas un numérique, c'était un argentique pour mes 18 ans. Du coup, je faisais un peu de photos, mais vraiment, enfin voilà, je prenais vraiment en photo, mes vacances, enfin vraiment comme tout le monde. Quand j'ai commencé du coup le blog, je crois que je shootais avec un 1100D, donc vraiment, l'entrée de gamme de chez Canon. Enfin, j'avais un 18-55, enfin et ce qui m'a fait gagner du temps, je pense, c'est effectivement, toute la partie, composition et image. Puisque moi, le parallèle que je fais entre mon activité d'avant et mon activité d'aujourd'hui, c'est que quand j'étais graphiste ou DA, en fait, je composais une image sur un écran d'ordinateur, sur une page un format que j'avais défini sur InDesign et je venais composer sur cette page blanche, voilà. Aujourd'hui, la page blanche, c'est le cadre de l'appareil photo, ce que je vois dans l'objectif ou ce que je vois à l'arrière du boîtier. Du coup, pour moi, les mécanismes, je pense qu'ils étaient déjà là et enfin, c'était quelque chose d'assez intuitif. Donc ça m'a fait gagner du temps effectivement sur la partie composition. Après sur toute la partie formation technique, ben, comme on disait, enfin voilà, d'essayer de voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Quand on est confronté à une difficulté, essayer de trouver des solutions pour résoudre ces difficultés-là. Et après, bah, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai regardé pas mal de choses, et puis enfin, pareil, ça a l'air enfin, c'est une évidence que de dire ça, mais effectivement, la pratique, c'est la clé, quoi. La mmh pratique, c'est ce qui fait progresser. Ouais, tout à fait d'accord. Et maintenant, je voulais parler un petit peu plus d'organisation avec toi, comme tu sais, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un d'hyper, organisé, donc je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant, de parler de ce sujet, pour nos auditeurs. Mais tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous, l'organisation de ta semaine. Comment tu t'organises? Alors, il y a pas de semaine, clé, enfin de semaine type, il y a pas de voilà, donc ça va être plus enfin, en termes d'organisation, on va plus parler d'organisation d'un shooting. Donc on va prendre un peu le projet du début. Je reçois une demande client qui me dit: «Voilà, j'aimerais, que tu crées des recettes autour de tel produit ou de tels univers» ou choses comme ça. Une fois qu'on est d'accord sur, si c'est un client régulier, ben, voilà, il connaît mes prix, donc on ne fait pas forcément des devis à chaque fois. Une fois qu'on est d'accord en tout cas sur, sur l'aspect budgétaire, la partie planning, du coup, moi, je vais déjà de mon côté, avancer sur des propositions de recettes. Donc je vais faire 2-3 propositions de recettes par produit. Donc prenons le cas, voilà, un de mes plus gros clients, je pense que beaucoup le savent, c'est les magasins Grand Frais. Ils vont me Ouais, dire, par exemple, le mois prochain, on va prendre du concret, comme ça sera plus simple, on veut animer, le chou-fleur, par exemple. Moi, je leur fais 2-3 propositions de recettes autour du chou-fleur, en amont du shooting. On a calé, la date de shooting ensemble. Une fois que la recette est validée, je rédige la recette, donc sans la cuisiner. Parce que de toute façon, moi, mes clients, enfin le destinataire final, c'est le grand public. Donc on reste quand même sur des recettes très accessibles,
souvent avec un nombre d'étapes assez limité. Le but, c'est pas de partir dans des recettes de grands chefs avec, beaucoup d'étapes et quelque chose de très Mmh. compliqué. Donc je rédige la recette, ce qui va me servir de base pour avoir une liste d'ingrédients, une liste d'étapes et pour pouvoir m'appuyer sur ces étapes-là et ces ingrédients-là pour aller faire mes courses. Donc je fais mes courses généralement la veille ou l'avant-veille du shooting. Je cuisine tout ce qu'il est possible de cuisiner la veille du shooting, hormis si j'ai qu'une seule photo à faire dans la journée, là je vais le faire le matin par exemple, mais prenons l'exemple de journée où il y a, enfin j'en sais rien, entre 6 et 10 shootings. Tout est cuisiné la veille, en tout cas tout ce qui peut l'être, donc sauf tout ce qui est préparation minute parce que, la viande va pas être jolie le lendemain si elle est réchauffée, le poisson va pas attendre ou la sauce, une sauce aux herbes par exemple, ça peut un peu s'oxyder ou choses comme ça. Mmh. Donc j'ai plein de petits tupperwares, du coup s'il y a une sauce, un poisson à finir, une marinade, un truc et le jour du shooting, du coup, ça me permet de me concentrer exclusivement sur la partie, enfin les cuissons de dernière minute, les fins de prépa, le stylisme et la photo. En fait, moi je procède comme ça parce que ça évite d'avoir le jour du shoot, de la vaisselle, de la vaisselle de cuisine, de la vaisselle du stylisme, d'avoir un truc qui est sur le feu pendant que nous, on est en train de dresser le plat d'après et qu'on attend le retour du client sur une autre photo. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen en fait, de faire une bêtise, quoi. Typiquement, la dernière fois, par exemple, en prépa dernière minute, j'avais des pignons de pain à faire, torréfier. Ben, au bout d'un moment, j'ai vu la fumée, dans la casserole, voilà, donc c'est vrai qu'en fait, être un peu au four et au moulin, du coup, c'est compliqué, enfin, c'est difficile, c'est pas vraiment possible, à part si, voilà, on a une assistante ou quelqu'un qui s'occupe plutôt de la partie cuisine. Mais le fait de cadrer ça, moi, j'avais fait un peu des tests au fur et à mesure, bah, de ces 6 dernières années d'activité et vraiment pour moi, c'est ce qui permet d'être, le plus pertinent et le plus, j'ai perdu le mot, mais Efficace. ouais, le plus efficace, c'est ça. Exact. Efficace, ouais. Non, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Ben, c'était très parlant, quand tu racontais cette image de pignon finalement qui a brûlé parce que c'est exactement le genre de situation dans lesquelles je me suis retrouvée, par le passé. Parce que c'est ça, en fait, on se dit: «Bah, super, je vais tout préparer, le même jour, comme ça sera bien frais et cetera». Mais c'est vrai que bien souvent, on se rend compte que finalement, on perd aussi du temps en aller-retour, puis on sait plus exactement ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Ou parfois après, moi, je me suis rendu compte que j'oubliais certains éléments de stylisme. Et puis c'est en ayant tout rangé que finalement je me disais: «Ah non, je voulais aussi mettre, enfin X, Y, de la coriandre dans cette petite coupelle» et puis, ben, c'est vrai qu'après parfois dans la précipitation, on oublie, C'est ça. certains. Et toi, par rapport à tout ce qui est stylisme, du coup, tu t'organises aussi, en amont avec, des mood boards, ce genre de choses? Non, pas forcément. Non, Pas non, forcément? sur le stylisme, c'est plus, enfin, j'ai une idée en tête, potentiellement, j'y ai réfléchi un peu la veille ou même pas forcément. Parfois, c'est vraiment, sur le moment. Du coup, je me dis: «Bah, voilà, enfin, je sais pas, j'ai par exemple une recette de tartinable». Enfin, si forcément, j'ai réfléchi un tout petit peu en amont. Pourquoi? Parce que du coup, je voulais juste revenir sur un point, sur le fait de, voilà, d'avoir préparé rédigé sa recette en amont. Si on finit la déroulée de la journée de shooting, en fait, moi, pendant que je cuisine, donc la veille quand je cuisine, s'il y a des ajustements à faire, par exemple, je me suis rendu compte que mon jus était trop liquide, qu'il fallait mettre, moins de crème dans un velouté parce que sinon ça en ferait trop, qu'il y avait besoin de plus de bouillon, je sais pas. Je corrige du tout, je griffonne ma recette et je repasse ensuite dessus sur l'ordinateur. Donc à la fin du shoot, en fait, j'ai une recette qui est rédigée, qui est propre. Et en fin de shooting, du coup, dans la foulée, généralement et quasiment à 90 des cas du temps, j'essaye de finaliser les retouches, pour pouvoir, en fin de chaque journée, avoir un projet terminé et éviter d'être, ben, par exemple, le lundi sur des courses pour le mardi, le mardi sur, enfin courses et prépa, par exemple, le mardi sur un shoot, le mercredi sur un autre shoot, mais de retoucher les photos du projet du mardi. Enfin voilà, au moins ça permet vraiment à chaque journée d'avoir, sa tâche et qu'elle soit terminée. On peut même, bah, envoyer les fichiers au client, facturer. Au moins on sait que ce projet-là, il est rangé dans une autre boîte, enfin la boîte «terminée» entre guillemets dans le cerveau et ça évite d'avoir, plein de trucs à activer en même temps et Bah, c'est voilà. parfait. Donc de ce côté-là et du coup sur le style, juste pour en revenir à ça, par exemple, on va reprendre, cet exemple de tartinable. J'ai réfléchi un peu avant parce que donc je vais faire un houmous à la betterave, donc je vais faire ma petite liste d'ingrédients, mes pois chiches, ma betterave et cetera, l'huile d'olive, tout ça et en fait, si j'ai pas réfléchi au stylisme, je vais arriver à la maison et je vais me rendre compte que j'ai pas de crackers, pas de pain pita, pas de petits légumes à dipser, pas de tout ça. Donc en fait, oui, c'est important d'avoir quand même un peu une idée en tête de ce qu'on veut faire sur la photo finale parce qu'en fait, il y a les ingrédients de la recette, mais potentiellement, il y a quelques ingrédients en plus pour le stylisme. Je sais pas, du pain si on veut montrer un plateau de fromage, des petits fruits secs, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir une vision un petit peu globale de ce qu'on va vouloir montrer sur la photo et en plus des ingrédients de la recette, d'acheter les ingrédients qui sont nécessaires pour le stylisme.
Exact. Moi, je suis tout à fait, d'accord avec toi. Bon, après, comme tu disais, je pense que aussi toi, tu as énormément d'expérience, donc peut-être que tu as moins besoin, de créer un mood board, aussi traditionnel, tu vois? Comme on pourrait, voir, enfin, tu vois? Vraiment, parfois, quand on débute, c'est bien aussi d'avoir un mood board avec, tous les éléments qu'on veut mettre en avant, le style, de composition et cetera. Mais bon, j'imagine que dans ton cas, tu dois vraiment avoir l'habitude, donc je pense que tu as aussi une idée assez précise, en tête. Mais, en effet, c'est vrai que c'est un bon point de bien garder à l'esprit, voilà, tout ce qui va composer, la scène finale quand on va faire les courses, quoi, pour être sûr de pas C'est ça. de pas se retrouver le jour du shooting avec la moitié des ingrédients qui manquent. Je suis tout C'est à ça fait et puis d'accord, effectivement, voilà, se avec toi. distinguer un peu les ingrédients les ingrédients de la recette et les ingrédients du styliste et penser à ces ingrédients en plus. Là, par exemple, bah, du coup, cette semaine, si tout va bien ou la semaine prochaine, je vais travailler sur un projet d'édition sur lequel je suis juste photographe et styliste. Donc, l'auteur, du coup, travaille sur ses recettes, va venir avec ses ingrédients, ses recettes et cetera. Mais ce qui n'empêche que de mon côté, je vais faire des courses aussi pour le styliste. Donc en fait, elle m'a fait la liste des recettes qui allaient être shootées. Enfin, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait shooter cette semaine. Et du coup, moi, je me dis, ben, tiens, voilà, on reprend l'exemple du tartinable. Tiens, j'ai un tartinable. En plus, pour le coup, dans ce livre-là, il y a plusieurs tartinables un peu différents. OK, comment est-ce qu'on va pouvoir, du coup, les illustrer? Comment on va pouvoir faire des photos un peu différentes? Et de quoi j'ai besoin en termes d'ingrédients? Et les ingrédients stylistes, pour le coup, c'est moi qui les achète parce qu'elle peut pas forcément avoir en tête, la photo que j'ai envie de faire et voilà. Donc, Mmh c'est mh. pour ça que c'est Bien intéressant quand sûr. même de distinguer ces 2 aspects. Tout à fait. Non, c'est vrai, merci, pour cette info, super intéressante et puis, bah, tout à l'heure, tu parlais, du processus de retouche à photo que, du coup, toi, tu fais dans la foulée et est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu en termes d'organisation, comment tu procèdes sur, Lightroom? Enfin, voilà, quel est un petit peu ton processus, de retouche? Comment tu sauvegardes tes photos? Comment tu les tries? Ce genre de choses? Alors du coup, moi, mes shootings, je pense que dans 80 des cas, c'est des shootings en temps réel avec des validations clients. Donc je mets en place le stylisme, je fais la photo. Quand j'en suis satisfaite de la composition, de tout ça, enfin en tout cas que l'image que j'ai sur l'ordinateur me plaît, je l'édite rapidement. Donc je travaille beaucoup avec des presets en fait, que j'ai pu faire Mmh. moi. J'ai mon preset de base, enfin, on va dire j'ai 2-3 enfin j'ai surtout 2 presets. Un qui couvre peut-être 80 du champ de mes photos et un preset un peu plus, moody avec des ondes plus marquées que j'utilise principalement pour moi ou pour certaines photos de mes clients, voilà, sur des choses un peu particulières. Donc en fait, l'édition pendant le shooting doit me prendre, je pense, maximum, 5 minutes enfin OK. 5 minutes. J'envoie la photo au client, le set reste en place. Je travaille avec, enfin j'ai 3 appareils photo à la maison, donc ça me permet de mettre en place jusqu'à 3 sets différents en même temps. Comme ça, si le client met un peu de temps à répondre pendant que du coup, il regarde un peu la photo, il fait les ajustements nécessaires, enfin en tout cas, il se concerte avec son équipe. Moi, ça me permet d'avancer sur un deuxième set, voire un troisième set. Donc j'ai 2 pieds pour faire des vues 3/4, un pied pour faire des vues dessus, donc c'est pas mal. Ça permet, voilà, de pas être coincé pendant plusieurs minutes. Parfois, les validations sont un peu longues, donc même si on essaie d'expliquer au client, ben, l'impératif et la nécessité d'avoir des validations courtes, ben, voilà, on fait tous comme on peut et c'est toujours, parfois un petit peu compliqué. Donc je l'envoie au client. Si de son côté c'est bon, du coup je marque la photo. Donc moi j'utilise, les filtres de couleurs en fait. Donc, en gros moi je tag la photo en rouge dans Lightroom. Je sais que c'est la photo que je vais devoir, enfin sur laquelle je vais devoir finaliser mes retouches et ça sera du coup OK. aussi la photo finale. Ensuite dans Lightroom, alors je sais que tout le monde ne le sait pas, mais du coup moi j'exporte directement mes photos de Lightroom dans Photoshop en faisant CTRL E. En fait ça Ah bah, merci. Je alors en fait, je vais je je vais prends note, tu expliquer, vois? Ça je vais je expliquer l'astuce. Moi, je savais pas, enfin, il y a encore, je sais pas, quelques années, au début, je savais pas. Donc en fait, comment je faisais? J'éditais ma photo, sur Lightroom, je l'exportais en JPEG, je rouvrais le JPEG dans Photoshop, je faisais les corrections, voilà. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que le JPEG, c'est un format destructeur. Donc en fait, plus on l'ouvre, plus on l'enregistre. Alors encore une fois, enfin, si on fait pas du 4:3 ou enfin, pour du web ou et cetera, enfin, personne n'ira voir qu'il y a quelques pixels qui ont sauté entre chaque manip, mais enfin, on va dire que le mieux est l'ennemi du bien. Si on peut faire les choses correctement, du coup, forcément, c'est pas plus mal et prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, le fait de rouvrir, d'exporter directement sa photo depuis Lightroom, donc en faisant la manip CTRL E, en fait, ça va créer un fichier TIFF qui est un format qui, pour le coup, n'est pas du tout destructeur. On fait toutes les corrections qu'on a besoin de faire dans Photoshop. On fait un CTRL S et là, on se retrouve avec le TIFF directement dans Lightroom. Donc en fait, dans Lightroom, côte à côte, on a le fichier RAW et le fichier TIFF. Et le fichier TIFF, c'est celui-ci que je vais ensuite exporter en JPEG pour envoyer à mes clients. Donc en ah, fait, c'est dans ces cas-là, ce génial! que je fais, c'est que j'enlève le tag rouge sur mon fichier RAW, qui n'est pas le fichier définitif, parce qu'il y a des petites corrections de miettes, enfin, d'un gâteau qu'il fallait un peu refaire lever ou de choses comme ça. Et je laisse le tag rouge en fait sur le TIFF. Et c'est ce fichier-là que je vais exporter. Et ensuite, quand j'ai eu, par exemple, je sais pas, 8 photos dans la journée, j'active
tu sais, dans les petits, je sais pas comment ça s'appelle, mais dans les petites préférences où on peut sélectionner, juste les photos rouges, juste les photos marquées, Oui, juste dans les voilà. filtres. Ouais, J'active du coup le filtre rouge, j'exporte, les 8 dernières photos par exemple dont j'ai besoin et voilà. Donc même top. quand je fais une recherche ensuite, je sais pas, d'une photo qui a été exportée il y a quelques alors j'ai pas de classement, tu sais, par date, par année. Je pense que je suis pas pour le coup, je suis pas le meilleur exemple à suivre, je pense, sur Lightroom. Après, j'ai des classements, moi, sur mon Mac, mais en tout cas sur Lightroom, j'ai pas tout ce système de je fais pas un nouveau dossier à Ah, chaque c'était une de mes questions. non, pas du tout. Je pense que je pourrais, je pense qu'il y aurait des points d'optimisation. Après, comme encore une fois, tout se fait sur un laps de temps hyper court, c'est-à-dire globalement à la journée, une fois que c'est exporté, c'est moi rangé dans des dossiers de travail et je ne repasse quasiment jamais en fait ni sur les RAW ni sur les fichiers TIFF, quoi. Donc j'ai pas de fichiers à aller fouiller d'il y a 2 ans, donc voilà. Et après moi de mon côté, sur un process plus d'organisation de comment je travaille, moi je travaille tout ce qui est fichier de travail, c'est sur une Dropbox qui me permet du coup que ça soit synchronisé entre mes différents supports, donc mes 2 ordis et mon téléphone si besoin. Et ensuite, j'ai un fichier de travail. Dans ce fichier de travail, j'ai un fichier par nom de client, ensuite une entrée par année et ensuite pour certains une entrée par mois. Donc en fait, voilà, OK. du coup et puis après c'est assez simple quand on fait une recherche, je sais pas, tout à l'heure j'avais des recettes à proposer autour du canard. J'ai tapé canard, j'ai regardé tout ce que j'avais déjà fait sur le sujet, du coup on trouve assez rapidement et voilà, au moins je sais que donc OK, donc tu sauvegardes tout sur Dropbox sur ma et Dropbox. tu sauvegardes les fichiers RAW et les JPEG? Non, je sauvegarde que le fichier définitif. Ah, que tu gardes Mais pas les RAW non plus? non, j'ai pas les RAW. Mais les RAW, du coup, ils sont enregistrés sur un disque dur. Après, je sais que dans l'absolu, oui, encore une fois, ne prenez pas tout ce que je fais pour argent comptant, parce que je pense qu'il y a des points d'optimisation. Je sais que ça serait bien de garder les RAW, sauf qu'après, on se retrouve ils sont sur le disque dur, en fait, je les garde, mais du coup, je les sauvegarde pas expressément. Après, on se retrouve avec des fichiers qui sont vraiment très lourds aussi, donc finalement, Oui, non, oui. je te dis une bêtise, je sauvegarde même pas les TIFF. Moi, je sauvegarde, du coup, juste, la photo qui est envoyée au client, quoi. Le TIFF et les RAW sont pas sauvegardés. Ils sont sauvegardés, ils sont sur un disque dur externe, mais du coup, j'ai pas Donc tu d'autres les as quand même. sauvegardes de backup, quoi. OK. Ouais, ouais, bah, je te pose pas mal de questions. Non, non, il y a pas de Parce que souci. comme je te disais, en fait, avant le début du podcast, moi, je me suis tapé un petit, syndrome maniaque, enfin, Ouais, en fin d'année passée. Donc, j'ai vraiment commencé à faire un méga rangement dans Lightroom. Enfin, voilà, je voulais un petit peu que tout soit parfait. Donc, j'ai demandé aussi à pas mal de personnes, voilà, comment ils procédaient. Et c'est vrai que du coup, bah, moi, j'ai un disque dur, pour les fichiers RAW, plus un disque dur, bah, pour les images finales. Mais sauf qu'en fait, l'idée, c'était aussi d'avoir une copie, à mettre chez quelqu'un d'autre. ouais. Tu sais, enfin, au cas où tu as un petit problème, enfin, une inondation ou quelque chose qui se passe comme ça, mais bon. C'est vrai qu'après, du coup, on se retrouve avec 4 disques durs, sans Ouais. parler du disque dur, bah, avec, par exemple, l'espace de travail, enfin, avec d'autres choses. Donc peut-être que ta méthode est quand même intéressante. C'est En vrai que, fait, moi, je peux pas finalement, je peux pas vraiment perdre le contenu de mon travail dans l'absolu, comme il est hébergé sur une Dropbox. On parle des fichiers finaux, hein. Après, je sais pas si, voilà, pendant le shooting, j'ai, un disque qui saute, oui, par contre, je vais perdre le contenu de la journée, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même tu vois, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Donc oui, c'est un risque à prendre, mais effectivement, du coup, à la fin de chaque journée, tout est exporté en JPEG et du coup enregistré sur une Dropbox. Donc normalement, oui, oui, non, non, bah, comme tu dis, la probabilité est quand même faible, en hein, fait, enfin, je pense que c'est intéressant de fonctionner vraiment avec un système de backup et cetera quand on est sur des grosses prods. Donc quand on est, je sais pas, photographe de mode, photographe de mariage, moi, on parle de 8 photos, 10 photos dans la journée, en fait. On parle pas de 400, 600 photos où là, effectivement, si on a, tout vidé sur sa carte SD, sauvegardé sur son ordinateur et que l'ordinateur se rallume plus, oui, c'est compliqué, quoi. Là, voilà, si je perds une journée déjà, je pense qu'il y a quand même peu de probabilité que le disque grille en plein milieu de la journée et cetera et puis, voilà, normalement, sinon le reste, tout est hébergé en ligne donc ouais. Non, mais c'est une bonne approche aussi, franchement, de procéder comme ça. Avec, Dropbox, ben, c'est sûr que c'est pas mal. Au moins, ça évite d'avoir, 40 000 disques durs, enfin, un chez nous plus un autre, c'est ça. En fait, chez le gros d'autres intérêt, c'est personnes. surtout quand tu es en déplacement, du coup, moi, j'ai tout mon fichier sur mon ordinateur portable donc ça, c'est pas mal. Je paye un abonnement, je crois que si je dis pas de bêtises, je dois payer 100 € par an donc c'est pas non plus énorme et tu vois, je voulais regarder pendant qu'on se parle, je sais pas si je peux le voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, pourtant j'ai vraiment une masse énorme de fichiers mais j'arrive pas à voir, mais je crois que, tu vois, je dois avoir, genre 20 d'occupés sur ma Dropbox, en fait. Tout ça Oui, pour oui, dire mais que vraiment on peut avoir des volumes, des volumes énormes, donc en 6 ans, j'ai jamais été coincée. J'ai des fichiers qui datent de 2015 et j'ai pas tu vois, j'ai pas eu besoin de faire ce tri-là, donc
Oui, oui, c'est vrai qu'il me semble que c'est assez abordable, hein, Mais ouais, c'est hyper abordable, ouais. donc ça va. Et puis tu disais donc que tu fais valider en direct, à tes clients les shootings et tu procèdes par WhatsApp ou tu procèdes, par, Principalement quoi? par mail et parfois par WhatsApp. Il y a des clients qui préfèrent par WhatsApp. C'est vrai, enfin même moi, finalement, je trouve ça plus simple. De toute façon, mes clients, ils ont mon numéro de téléphone, donc c'est pas comme si on mélangeait, voilà. Après oui, effectivement, du coup, on mélange un peu, les conversations, perso privées au sein d'un même endroit, mais bon, à la limite, ça, c'est pas hyper gênant. Je me souviens d'une fois où j'avais des clients, ça n'arrive très rarement, mais là, qui étaient à la maison sur le shooting et je sais que j'avais désactivé les notifications de certaines conversations, pour le coup, privées, parce que, tu sais, elles s'affichaient sur l'ordinateur, donc on va dire que, voilà, ça évitait, de tout mélanger. Sinon, bah, par mail, ça fonctionne bien. Quand je vois que c'est donc moi, je m'assure en amont du shooting, de toute façon, la date est calée ensemble, mais quand c'est des nouveaux clients ou des clients qui connaissent pas, où je m'assure qu'ils sont bien disponibles ce jour-là et pas en réunion de 8 heures à 16 heures, enfin, en quel cas, c'est pas possible de shooter. Et si vraiment, en envoyant un mail, je vois que ça répond pas assez vite, je me permets d'appeler. Mmh, c'est vrai. Non, mais tu raison, c'est sûr que c'est hyper important parce que quand il faut vraiment enchaîner un certain C'est nombre de ça. shootings la même journée, bah, on peut pas se permettre de rester là à attendre, les bras croisés. Mais bon, heureusement, c'est vrai que toi, c'est déjà super que tu aies la possibilité d'installer, Oui, différents setups en même temps. Parce que c'est sûr que si on a qu'1 appareil photo ou alors bah, un on ou est 2 et qui sont pas enfin que d'autres un qui n'est pas forcément suffisamment bien, mmh. bah, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu coincé, quoi. Bah, ça effectivement, Et qui me permet de voilà, de pouvoir avoir des volumes, un peu plus conséquents que si je devais faire, vraiment juste une seule photo à la fois ou même si le client répond rapidement, mine de rien, tout mis bout à bout, ça prend quand même un certain temps donc et puis toi, tu shootes en connecté d'ailleurs? oui, tout le temps. OK. Du coup, bah, j'ai, plusieurs câbles, enfin voilà et je débranche, tu vois, celui qui me sert pas ou celui de la photo en attente, je branche l'autre et enfin pour moi, ça c'est pareil, c'est une clé, enfin ça fait gagner un temps fou, quoi. Avant du coup, avant d'avoir déménagé ici, d'avoir un grand studio, j'avais un plus petit studio et avant ça, du coup, je shootais dans mon salon, j'avais ma donc tout le monde a commencé quelque part, hein. Ma vaisselle était dans le garage, mon bureau était à l'étage, donc je shootais du coup, et je connaissais pas forcément le mode connecté, donc je shootais sur une carte SD. Je prenais la carte SD, je la montais en haut, je me rendais compte que, je sais pas, il y a un cheveu dans la soupe, que la mise au point était, pas terrible, que, voilà. Je redescendais la carte SD, je la remettais dans l'appareil photo, je re-shootais et en fait, tous ces temps-là, c'est vraiment même si vous êtes au même endroit avec l'ordinateur et à côté, rien que le temps d'enlever la carte SD de l'appareil photo, de la mettre dans l'ordi, d'importer les fichiers, de la rééjecter proprement, histoire de pas tirer dessus, pas l'arracher et cetera, de la remettre dans l'appareil photo. Je sais pas, on parle de 2-3 minutes, mais en fait, tout mis bout à bout, vraiment, ça fait gagner, un temps précieux, quoi. Donc je shoote tout en mode connecté avec le logiciel EOS Utility, donc qui est le logiciel, qui peut s'utiliser pour les gens qui ont un appareil photo Canon, qui permet également du coup de faire directement, pas mal de réglages, sur l'appareil photo et de faire aussi la mise au point directement depuis l'ordinateur. Donc par exemple, dans le cas où du coup je veux pas de flou bouger ou pas de choses comme ça, je peux aussi faire ma mise au point directement depuis l'ordinateur. Ou si, je m'assois, je me rends compte que, encore une fois, l'endroit enfin là où l'appareil a fait la mise au point, c'est pas exactement celle que je voulais ou du coup l'ouverture est trop petite ou trop grande, je peux directement, re-shooter depuis l'ordinateur. Donc ça, c'est pas mal ou pour mettre le retardataire ou choses comme ça et pour avoir aussi dans le cadre où on se shoot tout seul, pour avoir un retour écran en fait sur le set en place. Parce que si on se prend en photo nous-mêmes, même si on shoot en live view, donc on a le retour appareil photo, bah, l'appareil photo étant dirigé sur nous, on voit pas alors à part si on a, tu sais, j'ai un comment ça s'appelle? J'ai un 5D Mark III, un 5D Mark IV et j'ai un, enfin le, R6, tu sais, qui est un hybride et là Mmh. l'écran se, tout enfin, tu sais, Oui, que tu peux incliner, pardon, voilà, oui, sur, oui. la plupart des voitures Exact, réflexes, ça, c'est l'écran trop se bien. pas et du coup, en fait, on Ouais, n'a pas de retour. Donc là, l'intérêt, c'est à la limite de mettre en place le set de manière à ce que moi, je puisse voir ce qui se passe sur l'ordinateur, de me mettre en place correctement je me vois dans l'ordinateur, donc je mets mes mains là où j'ai envie ou mon corps là où j'ai envie et ensuite, du coup, de pouvoir, utiliser, voilà, le retardateur ou choses comme ça, quoi. ça, c'est vrai, ouais, c'est un très bon point et clairement, bah, c'est quand même un plus, hein, je trouve, d'avoir, l'écran, enfin, inclinable, enfin, l'écran que Ouais. tu peux, positionner pour avoir le retour. Bah, j'hésitais aussi, j'hésitais quand j'ai changé d'appareil photo à prendre le 5D, mais justement, ça me bloquait un petit peu le fait qu'il y ait pas le retour donc Ouais, alors moi, je m'en servais pas avant, hein. Enfin là, du coup, je l'ai ah, tu t'en servais pas du sur tout? le R6, non, pas du tout. Non, non, parce que du coup, comme je suis en mode connecté, franchement, j'ai pas besoin là sur le R6, en fait, le R6, je m'en sers principalement pour tout ce qui est vue dessus. Juste alors franchement, c'est juste sur une raison très pratico-pratique. C'est-à-dire que j'ai 2 pieds de la marque, Vanguard et un pied, je me souviens plus du nom, un Manfrotto et en fait, les semelles sont pas les mêmes
et pour pas m'amuser à tu sais, les semelles sur lesquelles on visse, en fait, du coup, l'appareil photo Oui. et pour m'éviter de dévisser la semelle, d'un appareil photo à l'autre, du coup, j'ai gardé mes 2 autres boîtiers pour les vues 3/4, sur lesquels, en plus, j'ai pu monter des optiques différentes, donc c'est plutôt pas mal et du coup, sur celui-ci, il me sert à faire, les vues dessus et donc ça me permet, voilà, le fait de tourner l'écran, comme le pied est un peu haut, ça me permet, voilà, d'éviter d'être sur la pointe des pieds ou de monter sur un tabouret, donc c'est pratique, quoi. Magnifique, non mais tu vraiment j'adore parce qu'on voit que tu vraiment au taquet niveau C'est ça, productivité. je On suis hyper, optimise, on gère le temps. non, mais c'est des C'est petits vraiment, tu trucs, sais, mais chaque minute compte. ouais, ouais. Mais en fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où finalement, mis bout à bout, bah, oui d'accord, c'est 1 minute par-ci, 1 minute par-là, mais en fait, à la Mmh, fin de la journée, sincèrement, tu as vite gagné 1 heure, quoi. Avec toutes c'est ces petites histoires, ah bah, ouais, ouais, non, mais c'est on se sûr. dit que c'est un petit peu insignifiant, mais c'est vrai que franchement, on voit la différence. Bon, moi, j'ai pas autant de matériel, que toi pour l'instant, j'avoue. Mais clairement, je pense que, bah, si on a la possibilité, aussi d'avoir un grand espace, à disposition, un grand studio pour faire plusieurs mises en scène et plusieurs trépieds, plusieurs appareils photo, clairement, c'est un grand gain de temps. Alors oui, c'est bien, mais effectivement, vraiment le shooter en mode connecté, c'est le truc, c'est accessible à tous. Utility, c'est un logiciel qui est gratuit. Alors je connais pas les équivalents pour Nikon ou pour d'autres boîtiers, mais ça existe. Il y a Capture One aussi. Ouais, alors Capture One, c'est pas enfin Capture One, ça fonctionne avec tous les appareils photo, en fait. C'est pas exactement le pendant de OS Utility. Ah, OS pas tout à Utility, fait, c'est parce que moi, vraiment j'avais Canon. utilisé ça avec Nikon parce qu'avant, Mais oui, j'avais oui, ça un fonctionne, Capture One, ouais. Mais ah bon, voilà, déjà ça fait gagner enfin vraiment ça fait gagner un temps précieux. Ça va vous permettre de contrôler vos images, en fait, sur un écran d'ordinateur et pas sur un retour boîtier. Qui est de toute façon plus petit et qui va vous permettre moins de précision et franchement sur l'ordinateur, on se rend plus vite compte et puis surtout, bah, voilà, de pouvoir l'éditer dans la foulée, de se rendre compte, ouais, si on a besoin d'un peu plus de lumière, un peu plus de enfin, je sais pas, mais je trouve que je pense que, voilà, ça parlera à tout le monde. Si on a un écran d'ordinateur, c'est toujours plus grand qu'un écran de boîtier et du coup, ça permet de voir un peu plus, les détails et d'être un peu plus rigoureux sur les photos qui sortent, quoi. non, tu raison et ça permet aussi de faire gagner du temps, dans la retouche. Bah, c'est ça, donc ça, c'est Parce un que petit comme tu truc, dis si vous pouvez passer, enfin, ça vous coûte le prix d'un câble. Un câble, c'est pas très cher et vraiment, vous allez voir, ça va vous permettre, voilà, d'avoir une pratique de la photo qui va vraiment gagner en pertinence et en rapidité aussi, quoi et même le fait de pouvoir contrôler aussi vos mises au point, enfin vos compositions directement depuis l'ordinateur, c'est pas mal aussi et donc voilà. Vraiment ça, c'est un truc, pour un budget, ultra, ultra limité parce que je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas avoir, 3 appareils photo, 3 trépieds, un espace de travail comme le mien. Après voilà, ça fait un moment que je fais ça. Enfin, Rome, c'est pas fait en un jour. J'ai investi du coup petit à petit, ben, voilà, en me disant: «Quels sont les manques? Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps?» Je me souviens d'une réflexion très pertinente de ma comptable, en fait, où, après une année quand même qui était bonne de mon côté, je lui disais: «Ah bah, j'aimerais bien changer d'ordinateur parce qu'il rame beaucoup». Tu sais, j'ai un Mac et je voyais la souris là qui, parfois pendant mmh. des heures ramait et tout et en fait, elle me disait: «Mais enfin, à partir du moment où votre matériel, vous fait perdre du temps, oui, c'est qu'il est temps d'en changer parce que c'est hyper dommage d'être limité, voilà, par du matériel ou par tout ça». Alors encore une fois, oui, je suis bien consciente que tout ça, c'est un budget, mais c'est des choses quand on peut, investir en matériel, effectivement, ça permet vraiment, bah, voilà, de gagner, de gagner en productivité aussi donc Non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est sûr que tout le temps que tu perds, hein, bah, par exemple, tout le temps que tu perdais avec ton ordinateur, ben, c'est du temps c'est que ça. tu pouvais pas consacrer pour, bah, prospecter ou pour travailler sur Mmh. d'autres projets, ce genre de choses. Donc finalement, c'est quand même important et c'est vrai que même si parfois ça peut faire un petit peu peur d'investir dans un matériel parce que, bah, voilà, un appareil photo, ça peut vite quand même coûter des milliers de francs ou d'euros. Enfin, c'est comme ça enfin, une fois qu'on a le boîtier, les objectifs et cetera et ça fait quand même un certain montant. Mais ben, au moins, enfin, c'est sûr que si après on veut travailler avec des clients et vraiment leur fournir un résultat de qualité, après on peut aussi justifier des prix qui sont un peu plus élevés parce qu'on sait qu'on produit un résultat qui est quand même à la hauteur. Alors que si finalement on va dans une entrée de gamme, bon, ce qu'on fait tous bien sûr au début, c'est normal aussi pour un petit peu, prendre la main, mais c'est vrai qu'après on peut pas non plus facturer, le même montant, à un client donc Après exact. complètement, après moi je enfin, du coup, je pense aussi qu'il faut faire attention au discours sur la partie matérielle parce que, moi je veux pas dire que si on n'a pas, voilà, le dernier boîtier, qui vient de sortir avec le top du top des objectifs, on peut pas travailler. Pour moi, c'est pas le cas. Enfin, moi j'ai commencé encore une fois, j'avais un 1100D, j'ai commencé à avoir des contrats, je pense avec, ce boîtier-là. Enfin, tous les boîtiers aujourd'hui, même des choses d'entrée de gamme, sortent quand même des photos avec une résolution suffisante pour la plupart des projets. Encore une fois, voilà, si on veut faire du 4:3, oui, c'est un peu différent. Je pense aujourd'hui que moi, si je devais donner un conseil en termes de matériel, c'est déjà, privilégier les optiques plutôt que le boîtier, parce que du coup, avec une bonne optique, on fera mieux qu'avec un bon boîtier et une mauvaise optique. Et après, s'il y a 2 autres choses sur lesquelles investir, c'est un trépied
Parce qu'un trépied, ça vous permet vraiment d'avoir un vrai contrôle sur votre composition, de pouvoir, en fait, quand on shoot pour un client, enfin, du coup, avec des validations, je vais lui faire la photo. Si je lui fais une photo à main levée et qu'il me dit: «J'aime bien, mais j'aimerais bien, qu'il y ait une fraise, à la enfin, devant», par exemple, c'est impossible techniquement d'arriver à sortir exactement la même photo avec les mêmes réglages si on fait la deuxième photo à main levée et qu'on n'a pas, du coup, le trépied qui était resté en place. Donc le fait d'avoir le trépied en place, ça vous permet déjà effectivement d'avoir 2, 3 fois la même photo ou avec des légères variantes par rapport à ce que va vous demander votre client. Et du coup, pareil, si par exemple sur la première photo, il me dit: «J'aime beaucoup, mais je voudrais encore une fois une fraise devant», moi je vais pouvoir rajouter la fraise, re-shooter et faire exactement les mêmes réglages, dans Lightroom que la photo envoyée précédemment. Ça m'évite d'être obligée de faire encore des retouches locales parce que du coup, la fraise a bougé, la salade a bougé, le truc a bougé, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un bon objectif, un boîtier, on est obligé pour shooter, un appareil photo et franchement, essayez de vous familiariser au fait de shooter en mode connecté parce que c'est vraiment la clé pour avancer, quoi. Hop, merci. De rien. Très clair, très bien résumé. Et puis tout à l'heure, tu nous parlais du coup de ta collaboration avec, Grand Frais notamment. Je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu, de manière générale de la relation client et aussi peut-être de l'aspect de la prospection. Enfin, tu me disais au début que tes clients sont venus à toi. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as quand même prospecté, parfois? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, non, j'ai eu la chance de jamais prospecter. En fait, enfin, du coup, je suis arrivée là un peu par enfin si, je pense que je suis arrivée un peu là par hasard. Moi, quand j'ai ouvert mon blog en 2012, à aucun moment je me suis dit: «Je le fais parce que, mon rêve, c'est d'être photographe culinaire». Je suis même pas certaine qu'en 2012, je savais vraiment que des gens vivaient de ce métier-là et que c'était un vrai métier. Du coup, les choses, elles se sont vraiment faites de manière, voilà, petit à petit. Je pense que ça, oui, c'était enfin, en tout cas, en termes de charge mentale ou de pression, c'était vraiment chouette pour moi parce que, du coup, j'ai jamais eu ce truc de me dire: «Il faut que j'en vive». Moi, le métier des directrices artistiques, j'adorais aussi. Enfin, je suis pas du tout partie de là parce que j'aimais plus ou voilà, je suis partie de là parce que j'avais envie de vivre autre chose et que mais non, c'est vrai que j'ai jamais prospecté et du coup, quand je me suis lancée, ben, voilà, j'ai communiqué rapidement sur le fait que je m'étais lancée. Ça a fait un peu boule de neige parce que assez rapidement, j'ai eu plus de clients ou en tout cas de quoi remplir des semaines de 35 heures, là où avant je travaillais peut-être, 10-15 heures, pour ce projet-là et après oui, j'ai la chance d'avoir aussi des clients assez réguliers. Ce qui me permet effectivement du coup, bah, voilà, d'avoir quand même une enfin même pas forcément enfin une visibilité ou en tout cas de savoir que, voilà, tous les mois ou tous les 2 mois ou plusieurs fois dans l'année, il y a des clients qui vont revenir vers moi et qui vont faire que je vais travailler, quoi. Donc sur la Génial. prospection, non, j'ai pas enfin ça, je sais que voilà, c'est un peu une des limites, mais j'ai pas de conseils, vraiment à donner. Après sur la partie relation client, bah, voilà, soignez vos clients, soyez professionnels, tenez les deadlines que vous indiquez. Enfin, je trouve qu'il y a rien de pire que quand on s'engage sur une date et qu'on tient pas le délai, donc voilà, soyez professionnels, du coup, remerciez les clients, enfin, en fin de projet, c'est des petites choses, mais oui, du coup, je pense que enfin, voilà, ça fait aussi la différence, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la fiabilité, c'est vraiment ultra important. Ouais, À l'heure actuelle, enfin, moi, personnellement, ça m'est arrivé de travailler, avec, ben, des prestataires, enfin, voilà, que je payais, pour, je sais pas, des prestations informatiques ou quoi et bah, parfois j'ai des expériences désastreuses ou pas de réponse, délai, non respecté, ce genre de choses donc clairement, ça fait une pub affreuse, quoi, parce que c'est forcément ça. après il y a aussi le bouche à oreille et tout. Donc non seulement les clients ne reviendront pas chez vous, mais en plus, ça fait vraiment une mauvaise communication, autour de votre personne et globalement, bah, autour de votre «marque» entre guillemets. Donc C'est ça, complètement. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'autant qu'en plus, du coup, moi, j'ai des clients que je gère en direct et j'ai aussi beaucoup de clients, du coup, par le biais d'agences. Donc en fait, une agence avec laquelle on travaille une fois, qui est satisfaite de la prestation qui a été faite avec un client A, aura tendance à vous recommander pour d'autres clients de son portefeuille client. Du coup, c'est hyper important, en fait, d'avoir un bon relationnel et encore une fois, d'être professionnel. Donc oui, ça passe par, le respect des délais, par, être à l'écoute client. Après ça veut pas enfin moi je pense que, il faut pas non plus pour autant alors, déjà se brader, enfin pour moi c'est pas la bonne solution et aussi dire oui à tout. Il faut quand même parfois aussi un peu voilà, taper du poing sur la table si besoin. Si par exemple on est en shooting client, que le client s'est engagé à valider les photos ou à être disponible et que pendant 2 heures il donne pas de nouvelles aussi, ben voilà ça m'est déjà arrivé de dire, «Attention là en fait on peut pas travailler comme ça, c'est pas normal, vous étiez engagé pour être disponible, là vous l'êtes pas, du coup, voilà. Donc c'est quand même d'essayer d'être à l'écoute, mais pour autant, voilà, c'est pas parce que le client paye, que le client est roi dans 100 des situations, quoi. Non, je suis d'accord, dans le sens où il doit quand même y avoir un respect, mutuel parce Complètement. que ton temps, enfin finalement, ton temps c'est hyper, précieux et mais c'est vrai,
Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que souvent, en fait, les clients ont un peu tendance à se dire que, voilà, comme on est entrepreneur, on est photographe, enfin, je pense que parfois, ils pensent aussi qu'on a un petit peu toute la semaine à leur disposition. Tu sais, donc si jamais, s'ils répondent pas aujourd'hui et s'ils répondent demain, ben, alors ça va quand même jouer. Ben, non, en fait, parce qu'on a aussi, plusieurs clients, comme tu disais, plusieurs shootings et on peut pas, C'est ça. passer notre temps à attendre, et perdre 2 heures et puis après, en plus, surtout, l'hiver, notamment par rapport à la lumière naturelle, c'est sûr que si tu perds, 2 heures sur ta journée, après ça peut devenir, cata, quoi. Ouais, Donc ouais, complètement. tout à fait, je suis d'accord avec toi sur ce dernier conseil. Et puis pour finir, je voulais aussi parler un peu de ton livre, Breakfast Gourmand, qui est vraiment magnifique d'ailleurs, je suis trop, trop fan et j'ai testé hier la recette, du granola, noix de coco, citron Ah! vert. Trop Avec le bon. gingembre Donc confit, alors malheureusement, tu en avais pas? j'avais fait non, pourtant j'adore le gingembre, mais là malheureusement, j'avais pas de gingembre chez moi, donc j'ai fait sans, tu vois? Bah, C'était la le prochaine seul fois. ingrédient, mais malgré tout, c'était super bon. Donc d'ailleurs, je vous mettrai les notes, du livre, de Sandrine, je mettrai le lien vers le livre de Sandrine dans les notes du podcast. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet, notamment déjà pour commencer de quel a été l'élément déclencheur? Et ben, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, écrire un livre. Après du coup, comme on est un peu enfin voilà, comme on dit un peu: «Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés», ben, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, la priorité, ça reste quand même le client, c'est-à-dire se dégager du temps pour des projets personnels, ben, c'est pas forcément toujours simple parce que voilà, il y a des impératifs clients. On peut pas leur dire: «OK, on veut travailler enfin, je veux travailler pour vous, mais je serai dispo que dans 2 3 mois» parce que, ben, forcément, en attendant, ils travaillent avec quelqu'un d'autre. Et généralement, les débuts d'année, c'est traditionnellement un peu plus calme. Donc janvier, février, mars, souvent, c'est un peu plus calme. On fait beaucoup de devis qui finissent par aboutir, plutôt autour de mars-avril. Donc en 2020, je m'étais dit: «OK, je me bloque ce temps-là», enfin ce temps-là, en tout cas le temps que je vais avoir si j'ai des périodes un peu plus creuses pour avancer sur ce projet-là. Donc j'ai passé les 2 premiers mois de l'année donc j'avais le thème, je l'avais en tête depuis un petit moment puisque voilà, c'était quelque chose qui me parlait, où je trouvais qu'il y avait matière à s'amuser sur les photos, sur les recettes et cetera. Donc en janvier-février 2020, j'ai passé 2 mois à construire le sommaire, attaquer la rédaction des recettes et tout début mars 2020, j'ai pris quelqu'un pendant une semaine, donc Julie Girardet j'ai perdu le nom de son attends, de Ah je ah m Little ah, Yellow Kitchen, je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, je regarde en même temps pour pas vous dire de OK. bêtises. Hop. Si jamais, tu pourras aussi me redonner son nom par la suite, je peux aussi l'ajouter dans les notes. Ouais, tu l'ajouteras. J'avoue que ça je ne suis pas sûre de la connaître. Là, comme ça me dit Ah, c'est rien. hyper chouette, elle fait vraiment des trucs très sympas et du coup, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres sujets et donc voilà, bon le côté pro, c'est Leak Studio et je crois que c'est oui, Little Yellow Kitchen, son blog. OK, génial, merci. Et donc elle est venue travailler avec moi pendant une semaine. L'idée, c'était qu'on shoote 10 recettes par jour pour avancer, en fait et avoir, 50 recettes en fin de semaine et parce que je me disais: «Bah, voilà, une fois qu'on a 50 recettes sur les 70 que je voulais pour le livre, on fait plus marche arrière, en fait». Quand, on a engagé financièrement, entre guillemets, «de l'argent» parce que moi, je l'ai payé avec, mon argent propre, du coup, Julie, sur cette semaine-là. Quand on OK. a passé quasiment 2 mois à rédiger 70 recettes, à faire les courses, parce que les courses aussi, c'est moi qui les ai payées. Du coup, bah, on fait plus marche arrière, en fait. On va au bout du projet, sinon c'est un peu idiot. Donc on a fait ça début mars et j'ai avancé sur toute la partie, maquette aussi, du coup un peu en parallèle et je crois que je sais pas 12-13 mars, j'ai envoyé, plusieurs mails à différentes maisons d'édition et le 15 ou 17, enfin j'ai pas en tête, exactement les dates, mais du coup on a été confinés en France. Voilà. Oui. Oui, oui, nous, Heu, c'était, ouais, bon, en Suisse, c'était un petit peu différent, mais donc le enfin, timing était, voilà, en tout cas était, je ne sais pas s'il était bien choisi, pas bien choisi, il était ce qu'il était. Écoute, on a pu faire nos photos et puis bam, voilà. Donc moi j'ai profité en tout cas, comme, pendant le confinement ça a été plus calme malgré, 2 enfants à la maison à scolariser, j'ai profité du temps en fait, de ce temps-là pour finaliser certaines recettes qui, de toute façon, n'auraient pas pu être shootées en mars parce que j'avais besoin de fruits d'été, de choses comme ça. Donc, voilà, ça m'a permis d'attendre un petit peu mai, juin et du coup d'avoir un petit peu les fruits, les produits qui pouvaient me manquer. Et au déconfinement, j'ai relancé des maisons d'édition. Il y en a certaines que j'ai eu au téléphone, il y en a certaines qui m'ont dit non, il y en a certaines qui avaient besoin de réfléchir et finalement ça s'est concrétisé avec Marabout, courant octobre. Donc tout ça pour donc quasiment 6 mois plus tard. Donc bon, après je pense que le confinement et tout ce qui s'en est suivi ça a pas a aidé. ralenti les choses, mais quoi qu'il en soit, enfin, tout ça pour dire que vous arrêtez pas au premier non, vous arrêtez pas à une absence de réponse ou parce que,
parce que voilà, les comités éditoriaux sont parfois longs à se mettre en place, les décisions sont parfois longues à se mettre en place de leur côté aussi et que voilà, parfois du coup se rappeler aux bons souvenirs et je pense que tout est une question aussi d'adéquation, de timing, de bonnes rencontres, de bonnes personnes et parfois un projet qui n'est pas au bon moment, en mars peut l'être 6 mois plus tard parce que, tu vois, c'était marrant, mais pendant le confinement, on a beaucoup parlé petit déjeuner parce que du coup, les gens se sont remis à prendre le temps de déjeuner comme ils étaient chez eux. Et il y a eu pas mal cette espèce de vague autour du petit déjeuner. Donc, je sais pas si ça a aidé ou pas, mais en tout cas, du coup, en octobre, le sujet leur a plu et donc, on a finalisé un peu les corrections, tout ça, sur la fin d'année. Il est parti en impression, je crois, début janvier et il est sorti, début avril, mi-avril. Il a été décalé, je crois qu'on a encore eu un confinement ou un truc, enfin, Oui. il a pu pas ressortir Il doit y avoir en encore une histoire, 2021. vu que ça suffisait pas. Donc, tu parlais de la maquette, donc forcément, j'imagine que c'est toi aussi qui as fait la mise en C'est moi qui ai fait la toute la mise maquette. en Ouais, page, enfin voilà, tout ce qui est graphisme. c'est ça. Génial, Ouais, vraiment, beau projet. Non, franchement, il est vraiment magnifique, hein. merci. Je le dis pas parce que je t'interviewe. Ça Non, non, honnêtement, j'adore ce livre. Bah, moi, je suis fan, fan, fan de Petit Déj et je trouve super chouette. Enfin, il y a vraiment, les différentes, sections. Enfin, j'aime vraiment bien, c'est varié et puis je trouve vraiment cool parce que dans chaque recette, tu as essayé, d'apporter un petit peu de la diversité donc enfin voilà, j'ai bien aimé ce grain-là justement parce que je trouvais ça super original et je trouve chouette parce qu'on se retrouve pas avec des petits déj qui sont très, répétitifs donc vraiment top. bah, merci beaucoup. Et puis, une de mes questions, en fait, c'était un petit peu de savoir, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de cette expérience? Bon, j'imagine que tu as un petit peu répondu indirectement, mais je sais pas si tu voudrais ajouter, autre chose? Autour du livre, tu dis? Enfin, du coup, l'expérience autour du livre? Oui, ouais, pardon, exact. Un Ben, petit que peu la plus grande, leçon, Enfin, que ouais. c'est quand même un projet qui est hyper challengeant parce qu'en fait, mine de rien, d'avoir, géré vraiment, tout de A à Z. En fait, pour rien te cacher, les corrections, que la maison d'édition m'a demandé de faire, moi, je suis un peu arrivée en disant, en gros, c'est mon projet, c'est mon bébé, j'ai tout monté du début à la fin. Si vous me dites: «On aime bien, la recette mais pas la les recettes mais pas la mise en page» ou «On aime bien la mise en page mais on voudrait enlever la recette de la page, 15, 25, 31», je pense que j'aurais presque préféré que ça se fasse pas ou sous une forme différente, peut-être un e-book ou j'en sais rien, que d'avoir l'impression de trop renier sur tout l'affect et tout ce que j'avais mis de moi dans ce projet-là. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, pour avoir ensuite travaillé en tant que, par exemple, seulement photographe sur d'autres projets d'édition, oui, ça enlève quand même une sacrée charge mentale, en fait. Parce que, voilà, une fois qu'on a fini notre journée de shooting, on retouche ses photos et puis nous, on est un peu, tranquille, on n'a pas les courses à faire, les prépas, des choses comme ça. Après, c'était hyper intéressant, c'est hyper chouette d'être allé au bout de la démarche. Aujourd'hui, du coup, ça m'a ouvert de nouvelles portes parce que même si c'était pas forcément quelque chose que je voulais développer, du coup, là, je vais attaquer mon troisième projet, d'édition cette année et j'en ai un quatrième qui sera prévu aussi du coup, dans les mois qui arrivent. Donc Génial! ça, c'est Trop chouette. cool. Ouais. Alors pour le moment où je suis juste photographe, moi j'ai pas, forcément d'idées de d'autres sujets à développer et pour moi-même en attendant donc j'attends peut-être d'avoir d'autres envies, d'autres idées pour les soumettre aussi à ma maison d'édition. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Le fait d'avoir ce «contrôle» entre guillemets sur l'intégralité du projet, ça m'a vraiment permis de faire quelque chose qui me ressemble. J'ai été ravie de travailler avec Julie, que j'aime beaucoup et avec qui c'est aussi sympa de faire rentrer d'autres personnes dans le projet et d'avoir des ressentis aussi sur, voilà, sur les recettes, sur tout ça. Et puis voilà, de pouvoir partager ce type de projet, c'est vrai que c'était très chouette. Et donc voilà, c'est juste un gros boulot. Après, pas forcément la reconnaissance, mais en tout cas la fierté qu'on peut tirer de ça, elle est quand même, moi je suis hyper contente d'avoir mon livre au milieu de d'autres livres que j'aime beaucoup et voilà quoi. Donc Non, non, c'est c'est un sûr, beau projet. ça doit faire hyper plaisir, j'imagine Ouais, et la puis première fois, tu sais, quand tu reçois le carton, ouais, il y a un truc, un peu dingue, quoi. ouais, c'est émouvant, quoi. Ouais, Enfin, ouais, c'est je trouve émouvant, ouais. que ce qui est vraiment chouette avec, le print, contrairement au e-book, c'est que voilà, c'est tangible, enfin, Mmh. c'est là et je trouve que le e-book, c'est super, hein. Mais c'est vrai que moi, parfois, j'aime bien sentir et surtout, dans la photo culinaire, c'est vrai que, je trouve vraiment beau aussi d'avoir ça, imprimé sur un beau papier avec, aussi une belle mise en page et tout Ça et puis moi, je viens de là. vraiment, Enfin, moi, à la base, j'étais DA print, en fait. Je faisais très peu de DA web. Du coup, j'ai un vrai attachement au papier. Enfin, moi, des livres de cuisine, j'en ai beaucoup et il y a peu de mes projets qui sont imprimés, à part, tu vois, voilà, Grand Frère fait des fiches recettes. On parle de petites fiches recettes ou parfois, il y a un peu des affiches, des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que principalement, la plupart de mes clients, c'est des utilisations digitales. Du coup, effectivement, voilà, le support papier, moi, j'ai un vrai attachement à ce support-là et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est encore différent et c'est pas la même émotion et d'autant plus quand, voilà, quand c'est notre projet, quoi. c'est clair. Et puis peut-être comme, mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil
pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient un jour publier un livre? Et ben, essayer d'aller au bout de la démarche, en fait. Après, il y a plusieurs, manières de procéder avec les maisons d'édition. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir, l'intégralité des compétences, d'être à la fois auteur et photographe. Vous pouvez être auteur et proposer des sujets. Vous pouvez être photographe et proposer un portfolio ou un book pour montrer votre travail aux maisons d'édition. Si par exemple, vous, la création de recettes, c'est pas forcément votre truc, on n'y pense pas assez, mais du coup, elles ont toujours besoin, voilà, de nouveaux photographes, nouvelles manières d'appréhender un peu les choses. Donc ça peut être aussi, du coup, de manière proactive, vous, d'aller présenter votre travail aux maisons d'édition. Et puis voilà, et puis essayer d'y croire parce que même si, les choses, peuvent prendre du temps, même si, ce projet de livre, il va prendre, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, au final, à la limite, c'est pas forcément gênant. Au contraire, ça vous permet de mûrir un peu les choses et voilà donc pourquoi pas? Je pense que tout le monde peut essayer de se lancer et puis voir ce qui va en sortir. Ouais, bah, merci pour ce mot de la fin parfait. Bah, je pense que tu as tout à fait raison, il faut vraiment jamais abandonner ses rêves. Enfin, moi, j'en suis vraiment convaincue et je sais pas si tu as vu, j'avais aussi fait un article où j'avais interviewé, Kimberly Espinel, qui a auto-édité un livre sur, la photographie culinaire et puis justement, elle, bah, pareil, pareil, enfin, pas comme toi pour le coup, mais justement, elle avait vendu son projet à des maisons d'édition. Ça ne s'est pas fait et finalement, elle a décidé d'auto-éditer le livre par elle-même et voilà, ça a été un succès donc vraiment, ben, voilà, le message, c'est vraiment de croire en vos rêves et de pas lâcher. Oui et puis quand on vous ferme une porte, il y en a potentiellement d'autres qui vont s'ouvrir, en fait. Donc vraiment, moi, par rapport au livre, voilà, les premiers retours, qui en tout cas, qui me disaient que soit les maisons d'édition avaient d'autres types de prévus sur des thématiques assez proches, soit qu'ils étaient pas intéressés, soit en fait, je les ai jamais pris en me disant: «C'est la fin de quelque chose». Je pense que tant que, voilà, j'étais pas allée au bout de, bah, voilà, de ma démarche, du fait de me dire: «Là, j'ai vraiment tapé à toutes les portes et toutes les portes se sont fermées». Je pense qu'il y a toujours d'autres moyens de, voilà, vous passez par la fenêtre ou en tout cas d'autres façons un peu dérobées de, voilà, d'arriver finalement à ce qu'on veut donc vous découragez pas. Exact. Écoute, bah, génial, c'est un super mot de la fin. Je sais pas si tu voulais ajouter encore, quelque chose de ton côté, enfin, ou de manière globale ou est-ce que Bah, tout est non, clair? après si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, du coup, mon compte c'est Fraise Basique. Yes. Tout sera dans les notes, de l'épisode. Donc franchement, un grand merci Sandrine. C'était un grand plaisir, de t'avoir aujourd'hui. Merci, bah, pour, tout ce que tu as partagé avec nous et puis, bah, au plaisir, peut-être, de te retrouver dans un futur épisode. Eh bien, merci à toi, c'était très chouette et puis je vous dis au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photos. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit Comment débuter en photo culinaire à petit prix. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez 2 autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.